l'ordonnance du 3 mars 1357. Alors, nous voilà arrivés à cette fameuse année où le pouvoir royal aurait pu être renversé. Charles est submergé par cette révolution en marche. Il est jeune et n'a jamais été confronté aux turbulences du peuple. Il se sent bien seul. Il a eu son mai 68 et a frôlé un 14 juillet 1789. Ces dures années lui serviront de leçon. Il gouvernera différemment la France. Quand il sera roi, il sera surnommé le sage. Et pour cause, pour moi, il a été un grand roi. Le 3 novembre 1356, les États généraux sont de nouveau réunis, pas au Palais du Louvre, mais au Cordeliers. La réunion mouvementée, Charles, le dauphin, leur explique qu'il attend toujours les messagers du roi qui n'arrivent pas. De plus, il se prépare à partir pour Metz, voir son oncle Charles IV, l'empereur des Romains. Charles est parti à Montlhéry, mais le conseil a quand même eu lieu. Robert Lecoq prend la parole. Le royaume a été mal gouverné. Beaucoup de malheurs en ont résulté pour ses habitants, tant en la mutation des monnaies qu'en réquisition. Les deniers du roi, attirés du peuple, ont été mal administrés et ont été donnés à plusieurs qui ont mal servi. Il détaille longuement les revendications du 17 octobre 1356 dont je vous ai parlé précédemment. Il accentue son discours contre le parti royal. Il veut la mise sous tutelle du gouvernement et la nomination de nouveaux membres du Conseil de Dauphin par les États généraux. N'oublions pas que Robert Lecoq a choisi Charles de Navarre et non Charles, dauphin de France, comme mentor. En décembre 1356, le dauphin est sur la route de Metz, que les choses aillent bien ou mal. Mais pourquoi est-il parti en ces moments difficiles pour le royaume de France? Charles est dauphin de France. Il est aussi dauphin de Viennois, possession française au sein de l'Empire germanique. Il doit prêter hommage lige à son oncle, Charles IV, roi de Germanie, et de Bohême. Mais aussi, tous les deux doivent renouveler le traité d'alliance entre les deux pays. De Metz, Charles reviendra prince d'Empire. Il a passé Noël et a festoyé avec son oncle. Le retour à Paris sera difficile. Il devra faire face à deux problèmes. Le premier, Étienne Marcel. Et le deuxième, l'émeute du 19 janvier 1357. Le 5 février, les États généraux sont convoqués à une nouvelle session. Elle s'achèvera le 3 mars 1357 par la publication de la Grande Ordonnance. Mais que s'est-il passé en son absence? Charles est parti faire la fête à Metz. Il a laissé la patate chaude à son frère Louis, âgé de 17 ans. Celui-ci réglera le problème de la fabrication de la nouvelle monnaie que le peuple refuse. En effet, le Conseil de Charles, sur ordre de son père, a publié le mandement ordonnant la nouvelle monnaie avant de partir. Les Parisiens sont menaçants. On attendra le retour du dauphin pour qu'il s'explique. La pilule passe très mal. La ville est en émoi. Charles fait pression sur Étienne Marcel afin d'arrêter son opposition à la fabrication de la nouvelle monnaie. Il lui répond: « Sire, je n'en ferai rien. » Sur son ordre, les ouvriers cessent le travail. Il leur demande de s'armer. Une émeute sanglante se prépare, visant les responsables de cette loi. Charles est obligé de céder. Il ne veut pas un bain de sang à Paris. Il décide de baisser de 10% la valeur de la nouvelle monnaie. Le 20 janvier, au Palais du Louvre, Étienne Marcel et les siens sont là quand arrive Charles. Il prend la parole. Il leur dit qu'il leur pardonne ce qu'ils ont fait. Les Parisiens réagissent et leur demandent de destituer et de mettre en prison certains conseillers du roi. Étienne Marcel précise les propos de Jean II avant d'être fait prisonnier.
Et pour ce qu'il avait entendu que les sujets du royaume se tenaient fortement aggravés de la mutation des monnaies, il offrit à faire une bonne monnaie et durable, et que l'on fit autre aide qui fut suffisante pour faire la guerre. Pour la nouvelle monnaie, elle devra être agréable et profitable pour le peuple. Étienne Marcel demande au dauphin de se tenir de ses promesses. Il devra les inscrire dans une lettre en bonne et due forme. Charles donne l'ordre au notaire de les écrire. Le dauphin n'arrêtera pas les conseillers, mais les laissera partir rejoindre le roi Jean à Bordeaux. N'oublions pas que le roi Jean est prisonnier des Anglais par le prince noir. Il est en partance pour Londres, sa prison dorée, et ce jusqu'à sa mort. Une nouvelle session s'ouvre le 5 février. Elle sera clôturée le 3 mars 1357 par l'ordonnance de réforme. Elle met sur pied un nouveau gouvernement. Les termes sont les suivants. Révocation non pas de 7 conseillers, mais de 22 qui seront poursuivis. Administration royale épurée par une commission de réformateurs. Administration mise sous contrôle du pouvoir public. Politique. Convocation d'une session des États généraux sans l'autorisation du roi. Période minimum d'1 an avant de remuer la monnaie. Mais qui mettra en fait en œuvre cette ordonnance? À qui profitera ce chambardement? Les nobles, bien sûr. Charles de Blois réorganise la Chambre des comptes et aux monnaies. Le duc d'Orléans prête son chancelier pour la fonction de chancelier de France. Des chevaliers de renom comme les Hangest et les Houdetot rentrent au conseil. Moreau de Fienne, chevalier d'Artois, devient connétable de France. Jean de Mindre, dit Boucicaut, devient maréchal de France. Enguerrand-Quiré, fils de l'amiral de l'Écluse, est nommé amiral de la flotte. Robert Houdetot prend la fonction de maître des arbalétriers. Tout ce beau monde remplace la garde rapprochée de Jean II au profit de son fils Charles le Dauphin. Étienne Marcel, que devient le héros des marchands? Le prévôt des marchands ne siège pas au conseil du dauphin, Charles. Il ne trouve pas sa place au milieu des nobles. C'est un bourgeois. Il s'active et organise une milice parisienne pour la défense de la ville. Il se pose en chef de guerre.